Cette année académique, on a eu 4 webinaires dans le cadre organisé par la revue. Ce webinaire-ci portera sur l'éducation relative à l'environnement auprès des adultes. Il s'inscrit dans le cadre en fait de la sortie du volume 16 de la revue, qui est en ligne actuellement, mais les articles doivent être encore plus ou moins finalisés. Lors de ce webinaire, je vais d'abord préciser que ce webinaire, comme tous les webinaires de la revue, en fait, vise essentiellement à présenter et approfondir une thématique qui est abordée dans un volume de la revue, ou bien à réfléchir sur des enjeux qui touchent l'éducation relative à l'environnement en vue d'un prochain volume, et aussi d'arrimer la recherche et la pratique. Alors, quelques règles durant ce webinaire. On va vous demander de désactiver l'audio de votre ordinateur en tout temps, sauf lorsque vous poserez une question. On va vous demander d'activer ou désactiver la vidéo. Ça, c'est à votre choix. Mais il faut savoir que ce webinaire est quand même enregistré en vue de le rendre accessible ultérieurement sur le site de la revue. Et on va vous demander d'utiliser le chat ou conversation pour envoyer vos questions durant les présentations. Et lors de la période de questions qui suivra les 3 présentations, vous serez invité par l'animatrice à poser vos questions. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je cède la parole à Lucie Sauvé. Oui, alors, bonjour à tous et à toutes. C'est un beau plaisir de nous voir réunis pour célébrer ensemble le lancement de ce numéro 16.1 de la revue Éducation relative à l'environnement qui porte sur l'éducation relative à l'environnement auprès des adultes. Et ce numéro-là est a été produit sous la direction de ma collègue Karine Villemagne de l'Université de Sherbrooke et de moi-même, de l'UQAM. Et toutes les deux, nous sommes membres du CENTRAIR, le Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM. Alors, le numéro actuellement est en ligne. Voici, le numéro est en ligne à l'adresse que vous voyez à l'écran. Cependant, tous les articles n'y sont pas encore. Il reste encore des petites mises au point. Alors, en fait, on n'a pas publicisé la mise en ligne encore. On le fera dans quelques jours pour corriger d'ici là, pour faire les derniers petits ajustements et compléter vraiment la mise en ligne sous peu. Alors, l'illustration, l'aquarelle, en page couverture, elle est de Pascal Galvani, qui est professeur émérite à l'Université du Québec à Rimouski. Et Pascal, il a développé un important champ de recherche sur l'auto-éco-formation expérientielle dans une perspective d'éco-formation. Et le dessin et l'aquarelle sont pour lui, dit-il, des pratiques d'attention ouverte aux moments lumineux du quotidien. Alors, l'éducation relative à l'environnement auprès des adultes, c'est un vaste thème qui ouvre sur une diversité de contextes d'action éducative et de formation spécialisée, ouvre aussi sur un très grand nombre de thématiques environnementales, thématiques socio-écologiques, et qui peut être abordé sous une grande diversité d'angles également, les objectifs, les approches, les stratégies, les acteurs, les enjeux. Alors, la table des matières nous présente déjà un ensemble de productions fort diversifiées. D'abord, il y a Majo Hamzot, qui est chercheure et formatrice en Belgique, et qui, elle s'inspire des grands courants de l'éducation populaire pour proposer une typologie des intelligences citoyennes qui permettent justement de passer du subir à l'agir. Et elle met en évidence l'importance de la prise de parole. Et puis, Arnaud Morange, qui est avec nous de l'Université de Caen-Normandie en France, il traite de l'éducation relative à l'environnement auprès des adultes, des classes populaires en France, et il insiste pour que toute initiative éducative s'ancre dans le vécu des groupes concernés. Boudjema Alali de l'Université de Paris-Est nous transporte en Bolivie auprès des paysans indigènes et il insiste sur le dialogue des savoirs
pour la formation en agroécologie. Et puis toujours dans le domaine de l'agroécologie, Kilian Marc Bisquert de l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne et Adolfo Agúndez Rodriguez de l'Université de Sherbrooke proposent une stratégie cadre d'éducation relative à l'environnement auprès des adultes pour la construction de systèmes agroalimentaires socialement équitables, écologiquement responsables. Dominique Bachelard de l'Université de Tours et sa collègue Emmanuelle Crépeau du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine en France nous présentent une démarche participative visant à sensibiliser et mobiliser les habitants sur la question des changements climatiques. Et Dominique nous en parlera dans quelques minutes. Alors voilà le titre de l'article de Dominique. Et puis ensuite, Darlene Clover de l'Université de Victoria en Colombie-Britannique et Karine Villemagne, Université de Sherbrooke, nous transportent dans le monde des musées. Et elle présente une stratégie qui stimule l'analyse critique du message muséal qui concerne le rapport entre culture et nature. Et ensuite, Justine Daniel et Karine Villemagne de l'Université de Sherbrooke vont traiter des enjeux et défis d'un projet éducatif en milieu communautaire visant l'arrimage entre l'éducation à l'environnement et l'alphabétisation des adultes. Et puis, Linda Binet, qui est chercheure indépendante au Québec, va présenter un ensemble d'initiatives d'éducation relative à l'environnement auprès des adultes dans divers milieux. Alors, on voit que tous ces articles-là traitent d'éducation relative à l'environnement en contexte d'éducation non formelle. Mais on a aussi deux articles qui abordent cette thématique-là en contexte de politique formelle. Alors, d'abord, il y a Jérôme Lafitte de l'Université de Tours en France qui va examiner une démarche d'élaboration d'un plan de développement régional dans la région des Pyrénées en portant attention à la dynamique communicationnelle de la part des acteurs politiques. Et puis, Marc-André Guertin de l'Université de Sherbrooke s'intéresse, lui, à la formation des élus municipaux en matière d'environnement et il propose des repères pour améliorer l'offre de formation existante. On s'en va maintenant à l'université avec un ensemble de 4 articles et Yves Laberge de l'Université d'Ottawa au Canada va nous présenter sa typologie des étudiants universitaires qui permet de caractériser leur rapport à l'environnement et leurs attentes de façon à mieux ajuster la formation qui leur est offerte. Et puis, Mélanie Champoux s'intéresse au programme universitaire qui vise la formation des acteurs de changement. C'est une tendance dans nos universités. Alors, elle va proposer des repères pour repenser, ajuster, enrichir ce type de programme-là. Et puis, Karine Villemagne et son collègue Enrique Correa Molina de l'Université de Sherbrooke se penchent sur l'intégration de l'éducation relative à l'environnement au sein d'un programme de formation à l'enseignement en adaptation scolaire et sociale. Et on sait que la formation des enseignants est un enjeu majeur, un enjeu de la formation en éducation relative à l'environnement est un enjeu majeur, un besoin au sein de nos universités. Alors, et Janina Calafell et Neus Banque de l'Université Autónoma de Barcelone en Espagne abordent finalement le champ de la formation des éducateurs, des éducatrices en petite enfance et elle propose une démarche qui permet d'ancrer la formation dans le milieu de vie des enfants. Et pour terminer, Dolores Contré, pédagogue d'origine Anishinaabe, propose un regard de synthèse sur l'ensemble des propos des auteurs de ce numéro thématique et elle ouvre, pour terminer, une nouvelle fenêtre de réflexion. Elle présente un regard autochtone sur l'adulte et sur
l'éducation des adultes en matière d'environnement. Donc, en fait, on se rend compte que c'est un très vaste menu que ce numéro thématique-là nous offre. Mais bien entendu, tout n'a pas été traité. Alors, et on ne pourra pas non plus aujourd'hui braquer le projecteur sur tous les enjeux. Alors, j'en profite pour remercier les auteurs et ceux d'entre vous qui sont ici. Je remercie aussi beaucoup les 36 membres du comité de lecture qui ont attentivement révisé les textes. Je remercie Étienne Van Steenberg, rédacteur en chef, qui assume une très grande part du travail avec engagement et patience. Et pour tous ceux d'entre vous qui êtes ici autour de cette thématique, bien sûr, vous observez qu'il y a des préoccupations, des enjeux qui n'ont pas été traités. Alors, on pourra peut-être en parler dans la période d'échange et surtout, n'hésitez pas à nous proposer de vos articles. Alors, comment va fonctionner ce webinaire? On aura d'abord 3 courtes présentations qui vont apporter chacune un éclairage, en particulier sur l'éducation relative à l'environnement, en fait, un regard particulier sur cette thématique-là. Et puis ensuite, on va avoir une période d'échange avec vous tous, toutes, et voilà, avec les auteurs et autres acteurs qui travaillaient dans différents contextes, et vous aurez sans doute des réflexions, des observations, des questions à suivre. Alors, comme Étienne l'a dit, n'hésitez pas à écrire vos commentaires ou questions sous l'onglet conversation ou chat en bon français. Et puis aussi, à ce moment-là, vous pourrez aussi lever la main en cliquant sur l'onglet participants. Vous verrez la liste de tous les participants et vous pourrez lever la main et je serai attentive là, à vous donner la parole. Alors, j'ai le grand plaisir, dans un premier temps, de présenter ma collègue Karine Villemagne, avec laquelle j'ai eu le plaisir de co-diriger ce numéro thématique-là. Karine est professeure agrégée en éducation des adultes à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et ses travaux de recherche portent sur les adultes faiblement scolarisés et l'éducation relative à l'environnement des adultes dans le cadre de pratiques d'alphabétisation. Elle travaille le plus souvent en contexte d'éducation non formelle avec des organismes communautaires du milieu et dans la perspective d'enrichir et de nourrir leurs pratiques éducatives. Alors, Karine, on t'écoute avec plaisir. Merci beaucoup, Lucie, pour cette introduction. Mes premiers mots vont être aussi des remerciements puisque, Lucie, vous êtes la directrice de la revue et que vous tenez cette revue à bout de bras depuis très, très, très longtemps, depuis sa création, et que ce numéro s'est particulièrement concrétisé dans un contexte difficile, ce qui fait que mes premiers remerciements vont à vous, aux auteurs et également au rédacteur en chef de la revue. En fait, de 2018 à aujourd'hui, c'est dans le trop-plein de nos vies que ce numéro thématique est enfin sorti de terre. Pourquoi ce numéro? Il est en partie la suite d'un colloque qui se voulait de mettre l'accent de manière explicite sur le croisement de l'éducation relative à l'environnement avec l'éducation des adultes, ce qui est plutôt rare. En fait, il nous apparaissait, lorsque nous avions développé cette initiative, à partir de laquelle plusieurs articles ont été écrits, que l'éducation des adultes demeurait un parent pauvre et discret de l'éducation relative à l'environnement, la focale étant le plus souvent mise sur les jeunes. Pourtant, l'éducation des adultes a beaucoup à nous apprendre sur la manière de développer des pratiques éducatives auprès de ce public particulier qui est décisionnel dans nos sociétés. Il est décisionnel en matière d'environnement à l'échelle de nos territoires, donc à l'échelle locale, à l'échelle municipale, à l'échelle aussi de nos gouvernements. Mais c'est un public en éducation à l'environnement qui est rarement captif, en ce sens qu'il est très difficile à rejoindre. Il faut notamment lui proposer des pratiques signifiantes, mais il faut aussi essayer d'aller le chercher dans ce qu'il est, au moment où il est,
c'est-à-dire le rejoindre dans ses préoccupations qui sont associées à ses rôles sociaux. Associées à ses rôles sociaux, mais aussi associées à ce qu'il sait déjà. Et c'est la particularité beaucoup de l'éducation des adultes, d'aller chercher les gens à partir de ce qu'ils sont, puiser dans leurs expériences pour les mener plus loin. Darlene Clover et ses collaborateurs, dans un dernier ouvrage en 2013, pardon, j'allais dire en 1993, en 2013, dans The Nature of Transformation, constataient à la fois une sous-théorisation de ce champ-là, mais aussi un sous-développement des pratiques. Même si dès 1997, au sommet de Hambourg sur l'éducation des adultes, plusieurs auteurs et participants avaient repris les définitions de l'éducation relative à l'environnement qui avaient eu cours au sommet de Rio. Donc, au sommet de Hambourg, qui est une grande messe sur l'éducation des adultes, on avait tenu à faire un chapitre particulier sur l'éducation à l'environnement pour les adultes, en associant des préoccupations qui étaient fort pertinentes, santé, alphabétisation, des situations donc qui étaient transversales à l'éducation des adultes. Bon, je vous disais que Darlene Clover, en 2013, considérait avec ses collègues que l'éducation à l'environnement des adultes était sous-théorisée et sous-développée, mais moi, je constate qu'il y a une certaine vitalité qui me semble bien là, à la fois dans l'espace francophone, mais aussi hispanophone, même si l'éducation des adultes n'est pas toujours explicitement proposée comme armature, je dirais, théorique. On les retrouve à l'université, mais aussi dans les organismes communautaires voire municipaux. Et Clover, comme plusieurs autres, montre l'apport de plusieurs champs à l'éducation à l'environnement des adultes. Alors, par exemple, l'éducation communautaire, l'éducation populaire, l'éducation transformatoire, l'éducation autochtone ou indigène, mais aussi l'éducation artistique et, à la manière d'Arnaud Morange, l'action sociale, l'intervention sociale. Walter mettait aussi en 2009 et 2007 en évidence les apports différenciés de l'éducation relative à l'environnement qui n'était pas un champ monolithique du point de vue de ses fondements. Pour lui, comme d'ailleurs je le pense, certaines traditions philosophiques contribuent à maintenir le statu quo au niveau de la crise socio-écologique, alors que d'autres contribuent à transformer les pratiques et à questionner les fondements même de notre société, comme nous avons pu en parler la semaine dernière dans le colloque sur la transition écologique. La tradition radicale, selon plusieurs auteurs, serait celle qui serait peut-être la plus appropriée dans la mesure où elle questionne les fondements de notre économie et de nos modes de vie, mais aussi dans la mesure où elle est orientée vers la critique sociale et l'action, l'agir. Divers auteurs en éducation à l'environnement des adultes se questionnaient, comme d'ailleurs pour l'éducation des jeunes, quel est le lien entre pourquoi les consciences sont-elles si importantes aujourd'hui sur les questions socio-écologiques et que l'agir ne suit pas. C'est toujours un bug, je crois, qui reste il y a toujours un lien qui demeure à construire sur le passage de la conscience à l'agir. Cette tradition radicale, si je reprends un peu les propos de Clover, elle nous disait qu'elle vise les transformations socio-environnementales par l'examen critique des fondements de la crise écologique et l'élaboration de solutions créatives alternatives. Le rôle de l'éducateur, en fait, nos rôles à tous, c'est alors d'animer, de stimuler l'investigation et de participer, puis de susciter et d'organiser l'action. Donc, ce n'est pas un rôle d'expert, mais d'accompagnement. Nous sommes tous, en fait, éducateurs et éduqués dans un tel processus. Nous avons tous à apprendre les uns des autres. Donc, les articles qui sont présentés dans ce numéro reflètent diverses facettes de l'éducation à l'environnement et je trouve que c'est une belle diversité où on se frotte à la réalité de terrain au cœur de laquelle en fait se concrétisent des pratiques éducatives diversifiées et très riches et très riches pour l'inspiration.
Je finirai en vous nommant quelques objectifs que j'ai pu remarquer et qui se retrouvent dans l'éducation relative à l'environnement des adultes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il faut contribuer à développer un rapport sensible, émerveillé et bienveillant sur le monde qui nous entoure chez les adultes. Il faut, oui, participer à résoudre des problèmes environnementaux qui intègrent dans son processus plaisir et espoir. Il faut peut-être aussi penser à transformer de façon fondamentale et radicale nos relations, et les relations donc entre les adultes, les êtres vivants, la société, les sociétés et la Terre, construire une démocratie écologique, mais aussi engager les citoyens dans la transformation de la société. Donc, je vous mets la table sur quelques objectifs possibles de l'éducation relative à l'environnement des adultes. Je vais laisser la parole maintenant à mes collègues qui ont contribué à ce numéro et qui vont permettre de nous donner leur point de vue sur l'éducation relative à l'environnement des adultes et ce qu'ils ont pu apporter à ce numéro particulier. Alors, merci Karine pour cette belle introduction. Et maintenant, on va entendre Yves Laberge. Yves, qui est sociologue, il est professeur à la Faculté des arts de l'Université d'Ottawa. Il est aussi chercheur associé au Centraire. Il est membre également de l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société. Yves, il a beaucoup de réalisations à son actif. Il est directeur de 2 collections, l'Espace public et Cinéma et Société, aux presses de l'Université Laval. Et parmi ses réalisations, là, il a fait paraître plus de 180 articles répartis dans une vingtaine d'encyclopédies, d'ouvrages de référence. Il a signé 12 préfaces de livres universitaires, plus de 800 comptes rendus, etc. Alors, avec plaisir, on t'écoute, Yves. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. Bon, alors c'est un bon début quand on a l'image et le son. Alors merci Lucie Sauvé de cette présentation, de cette invitation et merci de m'avoir donné la possibilité de publier un article dans votre revue. Le thème de l'éducation aux adultes m'intéresse beaucoup et depuis longtemps puisque dans une autre vie et dans un autre siècle, j'étais professeur à l'Université du troisième âge à Québec et j'avais donc pas des gens retraités, mais disons des gens qui étaient, selon la description de l'époque, qui avaient plus de 40 ans. Alors, c'était une manière très large de concevoir le troisième âge et c'était une façon d'attirer une clientèle adulte à suivre des cours dans les locaux de l'Université Laval à l'époque. Alors donc, le thème d'aujourd'hui, le thème du colloque et du numéro thématique m'a beaucoup intéressé parce que, en tant qu'enseignant, on le voit bien à chaque nouvelle année, à chaque nouvelle session, on se dit, mais quel genre de groupe je vais avoir et puis quelle diversité on va avoir avec, vous le savez comme moi, avec l'enseignement par Zoom, on a de plus en plus des étudiants qui viennent d'ailleurs et qui ne viennent pas que de la ville où se trouve notre université. Et donc, on a une grande variété de provenance, une grande variété de conceptions, une grande diversité dans les groupes d'âge et dans la préparation. Donc, tout ça, ça nous stimule, ça nous questionne. Et moi en particulier, puisque, comme on l'a dit, je suis sociologue de formation. Alors donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui en quelques minutes, je vais passer par-dessus la contextualisation et je vais tout de suite aller sur l'aspect, je pense, qui est le plus original, le plus nouveau, c'est que j'ai essayé de catégoriser un peu le public adulte qu'on a dans nos cours et leur intérêt pour l'éducation à l'environnement, puisque, on l'a dit, il y a une grande variété dans la composition des publics. Et ce que j'ai voulu faire, c'était de comprendre et essayer de catégoriser, comme je l'ai dit, mais pas de cataloguer ou de réduire ces différents publics à des stéréotypes.
Alors, pour ça, il existe un outil méthodologique très utile en sociologie et qui ne date pas d'hier, et on appelle ça l'idéal type. L'idéal, trait d'union, type, ce n'est pas à propos d'un type, mais c'est simplement pour essayer de donner une typification, des types, différents types d'étudiants, pour essayer de comprendre un peu leur fonctionnement, leurs valeurs, ce à quoi ils croient, ce à quoi ils adhèrent, et comment ces prédispositions-là vont orienter leur contact, leur initiation avec l'éducation à l'environnement. On le constate, les étudiants ont des attentes, des croyances très différentes, et ça provient beaucoup de leur cheminement personnel. Alors, beaucoup de sociologues ont réfléchi là-dessus déjà. Toute la sociologie de l'éducation s'intéresse à ça. Et avant ça aussi, les philosophes de l'éducation se sont intéressés aussi au public étudiant. Les philosophes s'intéressaient, par exemple, à des questions comme l'égalité, la question de l'égalité fondamentale. Les sociologues, eux, s'intéressaient aux inégalités, pas parce qu'ils aimaient ça, mais parce qu'ils voulaient savoir comment on en arrivait là. Donc, les sociologues s'intéressent aux inégalités et plus généralement s'intéressent à savoir comment le parcours personnel d'un individu peut influencer sa manière d'appréhender, d'apprendre, tout ça. Alors donc, pour fonctionner, j'ai utilisé cette théorie ou cet outil méthodologique de Max Weber. Je n'ai pas de PowerPoint, mais je vais au moins vous montrer la photo de Max Weber. Alors comme ça fera déjà un aspect audiovisuel. Max Weber, grand théoricien de la sociologie, il a même un dictionnaire à son nom, le Max Weber Dictionary. Donc, c'est un auteur, un penseur important qui s'est dit, mais pour toute chose, il faut essayer de faire des catégories qui vont nous aider, non pas à réduire les individus, mais à essayer de les situer. Alors, j'ai repris cet outil-là de Max Weber pour l'appliquer à nos étudiants adultes qui viennent dans nos cours, qui viennent dans nos classes, et particulièrement dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Alors, j'ai trouvé 5 catégories. Il aurait pu y en avoir 4, il aurait pu en avoir 7, mais je trouvais que 5 catégories, ça me semblait une manière intéressante, stimulante de procéder. Donc, la première catégorie, la première de ces 5 catégories serait l'étudiant, j'ai appelé ça l'étudiant dans le système, c'est-à-dire l'étudiant qui vient suivre des cours comme s'il voulait apprendre le mode d'emploi, comment le système fonctionne, comment s'y intégrer, quelles sont les règles et comment on prend le train en route pour dire, mais je veux moi aussi faire de l'éducation à l'environnement, je m'intéresse à l'environnement, comment ça fonctionne, quels sont les problèmes, les politiques, etc. Comment ça marche, autrement dit. Donc, beaucoup d'étudiants sont comme ça et beaucoup de cours sont comme ça aussi en disant, il y a ceci, il y a cela, voici comment ça fonctionne. Donc, c'est une catégorie qui regroupe beaucoup de gens. Et je présume que même des gens très loin de nous, comme les ingénieurs, lorsqu'ils abordent la question de l'environnement, ou par exemple les futurs agronomes, on leur dit, bon, il y a ici tel produit, c'est recommandé, on en trouve partout, c'est un bon insecticide ou c'est un bon engrais, utilisez-le. Ça marche comme ça. Et donc, il n'y a pas beaucoup de questionnements. On ne remet pas en cause les manières de faire, on dit c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'étudiant dans le système. Alors, c'est cette perspective-là. La deuxième, je l'ai appelée l'étudiant qui conteste le statu quo, ou alors à la limite l'étudiant altermondialiste. Eh bien, c'est la perspective opposée, c'est-à-dire l'étudiant ou l'apprenant ou l'adulte qui va dire le système fonctionne mal. La preuve, c'est qu'il y a des problèmes environnementaux, il y a de la pollution, il y a du gaspillage, il y a des déchets nucléaires, etc. Donc, c'est un étudiant qui va critiquer le système, essayer de voir ce qui ne fonctionne pas pour proposer un modèle
différent. Donc, altermondialisme, c'est ça, c'est de proposer une voie alternative. Donc, ce serait notre deuxième catégorie. Le troisième type d'étudiant, la troisième catégorie, j'ai proposé que ce soit l'étudiant impliqué localement. C'est-à-dire, il y a une façon de faire qui existe, qui est généralisée, qui est largement répandue. Il y a, on l'a vu dans la deuxième catégorie, les étudiants qui s'opposent aux choses telles qu'elles sont pour les changer. Mais il y a aussi une troisième manière qui dit, mais moi, les grands débats, je ne veux pas changer le monde et je ne veux pas empêcher les Brésiliens de brûler la forêt en Amazonie. À la place, je vais travailler autour de moi, dans mon foyer, dans ma cour, dans mon quartier, pour essayer de vivre localement. Et puis, évidemment, une personne peut faire partie de plusieurs catégories. Et on ne fait jamais partie à 100% d'un idéal type. On fait partie peut-être à 70% d'un, puis 10% de l'autre. On emprunte. On n'est jamais un pur dans ses convictions. Alors donc, ça, c'est la troisième catégorie, l'étudiant impliqué plus localement. Il y a une quatrième attitude que j'ai appelée l'étudiant fataliste. Le fataliste fait preuve d'éco-anxiété. C'est l'étudiant qui dit, mais de toute façon, on s'en va vers notre perte, la pollution, tous les problèmes, l'effet de serre, on va bientôt brûler. Peut-être même que ce n'est plus la peine d'avoir des enfants parce que de toute façon, la fin du monde est imminente. Alors, il y a une sorte de vision apocalyptique. Et puis, dans l'article, vous lirez, il y a des exemples des auteurs pour chaque catégorie. Mais donc, c'est une attitude de dire, mais là, nous sommes condamnés. Et c'est presque, il y a une dimension religieuse à ça. Ce n'est pas une religion, mais il y a quelque chose de religieux dans le côté apocalyptique. Vous savez que si vous relisez la Bible se termine avec l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le récit de la fin du monde. Alors donc, dans cette perspective-là, on dit, mais la fin du monde est imminente, c'est déjà commencé et nous la vivons en ce moment. Donc, la perspective fataliste, la numéro 4. Et puis enfin, la cinquième catégorie, qui vous semblera peut-être plus controversée, mais qui est importante et dont il faut tenir compte parce qu'on a des étudiants, et pas seulement chez les adultes, qui adhèrent à cela, c'est tout ce qui touche la théorie du complot. C'est qu'on a dans nos universités, des fois, des étudiants qui nous arrivent et qui, eux, ils croient à la théorie du complot. Ce n'est pas une majorité, ils ne le disent pas toujours très fort, mais ils font quand même partie de cette catégorie-là. Et évidemment, on doit les accueillir avec bienveillance, respect, ne pas se moquer d'eux, mais ils adhèrent quand même jusqu'à un certain point. Comme j'ai dit, on n'y adhère jamais à 100%, mais qui sont des complotistes qui disent, mais ça, de toute façon, la pollution, les gaz à effet de serre, ce sont des inventions, ce sont des puissances occultes qui nous contrôlent, qui veulent nous téléguider, etc. Ils ne croiront pas au COVID, ils ne croiront pas au vaccin, etc. Ils vont se méfier de tout. Donc, cette attitude-là, il faut quand même la considérer, non pas l'encourager, mais au moins tenir compte que c'est une réalité qui existe. Essayer de comprendre aussi pour cette catégorie, mais pour toutes les autres, comment les individus peuvent en arriver là, comment les individus peuvent en arriver à croire, à adhérer à cela. Et nous devons tenir compte de cela comme éducateurs, comme professeurs, tout simplement parce que ça existe, c'est une réalité. Et face aux problèmes, aux différents problèmes environnementaux auxquels on fait face, eh bien, ces attitudes-là existent et on doit les identifier. Et comme je disais, non pas pour les réduire à des stéréotypes, non pas pour les juger, mais simplement pour tenir compte de cette réalité-là et en même temps en être conscient lorsqu'on donne des cours, lorsqu'on explique des choses. Non pas pour leur dire, ben oui, alors si vous prenez la théorie du complot, voici des lectures qui vont vous aider à approfondir votre... Non, mais non, évidemment, il faut être conscient de ça, mais il faut en même temps, comme éducateur,
être conscient qu'il existe des convictions, des conceptions très différentes de l'environnement, de notre société, de la manière dont tout cela circule. Voilà pour les 5 catégories. Et puis évidemment, pour chaque catégorie, il y a des auteurs, il y a des théoriciens qui ont écrit là-dessus. Je pense par exemple à un auteur que j'aime beaucoup et depuis longtemps, qui s'appelle, on l'appelle Henri Giroux, mais si on lui parle à lui et qu'on lui demande comment il s'appelle, il va vous dire Henry Giroux, parce que c'est un Américain qui ne parle pas français et il est professeur en Ontario. Donc, Henry Giroux, ou Henri Giroux, a écrit plusieurs livres sur la crise de l'éducation. Donc, ici, Education and the Crisis of Public Values. Aucun de ces livres, malheureusement, n'a été traduit en français, et c'est dommage. Même s'il a un nom qui sonne français. Et puis, il a aussi écrit un autre livre très audacieux qui s'appelle Zombie Politics, qui est un autre livre très critique sur l'éducation, principalement aux États-Unis. Le titre au complet, c'est Zombie Politics and Culture in the Age of Casino Capitalism. Et donc, la conception de Henri Giroux, c'est que de plus en plus, les universités et les lieux d'éducation sont assiégés par une idéologie consumériste, capitaliste, qui fait en sorte que les universités sont instrumentalisées par le système. Vous allez me dire, est-ce que ça se rapproche un peu de la théorie du complot? Non, pas vraiment, parce que c'est beaucoup plus du côté de la catégorie numéro 2, altermondialiste, parce qu'on critique la manière dont les universités fonctionnent au niveau de leur financement, au niveau de leur administration, par les conseils d'administration, et toutes les tendances qui font en sorte qu'il y a un glissement d'une université comme lieu de culture, de savoir, de discussion, vers une université qui devient beaucoup plus instrumentalisée et au service d'un système qui veut simplement nous montrer le mode d'emploi pour fonctionner dans la société. Et là, on revient à la catégorie numéro 1 dont j'ai parlé au tout début. Je m'arrête là. Vous lirez l'article qui détaille plus les 5 catégories et tout le contexte autour de ça. Mais c'est comme une façon de mieux connaître notre public, nos étudiants, et de tenir compte des étudiants adultes qui viennent dans nos cours, qui bien souvent ont une expérience particulière. Ils ont été sur le marché du travail, parfois ils ont eu des enfants, une famille, ils ont voyagé, ils ont immigré. Donc, ils ont fait toutes sortes de choses. Ils peuvent avoir une certaine importance ou peut-être que ça ne change rien. Ça ne les rend pas plus intelligents ou meilleurs, ça ne les rend pas pires non plus, mais ils ont en tout cas bien souvent la conviction que leur parcours de vie les place en position avantageuse par rapport à la moyenne des étudiants qui suivent un cheminement régulier. Ce n'est pas toujours le cas, il ne faut pas généraliser. Donc, on les accueille avec beaucoup de bienveillance, sans les critiquer, sans les juger, mais en même temps en leur disant, bien, écoutez, on est là pour vous apprendre des choses, mais on est là aussi pour vous montrer comment pensent les personnes qui n'ont pas les mêmes convictions que vous, comment réfléchissent et ce à quoi croient les gens qui sont différents de vous. Donc, l'altermondialiste, on va lui expliquer pourquoi un étudiant, une étudiante a envie d'entrer dans le système pour que ça fonctionne et avoir un bon emploi. Puis la personne qui veut entrer dans le système et avoir un bon emploi, on va lui expliquer que les altermondialistes ne sont pas des gens qui ont eu une enfance malheureuse, des révoltés par principe ou simplement des gens qui veulent tout casser. Mais il y en a, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Mais simplement des gens qui disent, mais non, il faut changer les choses. Nous sommes capables de changer les choses et c'est par l'éducation, par l'action, la conscientisation que nous y parviendrons. Donc, grosso modo, c'était un peu les éléments dont je voulais parler. Vous me pardonnerez d'avoir pris plus de temps que ce qui m'était alloué. Je vais vous souhaiter un bon webinaire et puis on pourra en rediscuter plus tard dans la période d'échange. Absolument.
Merci beaucoup Yves pour ces éléments d'un diagnostic de départ. On sait que c'est la première étape d'une démarche didactique, d'une pédagogie bien fondée. Merci pour les références aussi, c'est généreux. On voit que tu baignes dans un univers d'auteurs fabuleux. On aimerait tous les partager avec toi. Alors voilà, donc maintenant, on va entendre Dominique Bachelard. Dominique, qui est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Tours et qui est membre du conseil scientifique du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, dont il est question dans l'article qu'elle a coécrit avec sa collègue Emmanuelle Crépeau. Dominique, elle est aussi chercheur associé à notre centre de recherche au Centraire à l'UQAM. C'est un bonheur pour nous. Ces travaux de recherche portent sur différentes dimensions de l'éducation au territoire, comme lieu de vie avec le courant de l'éco-formation, comme espace stratégique autour d'enjeux agri-environnementaux. Et ces travaux portent également sur le territoire comme lieu d'appropriation et d'engagement public. Alors, on t'écoute avec un très grand plaisir, Dominique. Merci beaucoup, Lucie, de cette introduction et puis de cette invitation. Finalement, ce n'est pas si difficile de se parler. Ça fait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus et on aurait pu faire ça bien avant. C'est un des avantages de cette terrible période que de s'apercevoir qu'on peut dialoguer plus facilement qu'on ne croyait. Je vais présenter l'article, mais Emmanuelle Crépeau, qui est chargée de mission éducation et participation au Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, qui a coécrit avec moi, elle est dans sa voiture en revenant d'une formation et elle nous écoute. Oui, donc nous avons coécrit. Après, nous sommes en interconnaissance depuis très longtemps avec Emmanuel, puisque je suis à la fois au conseil scientifique et à la commission éducation, et Emmanuel est chargé du programme éducatif. Et c'est un peu en réponse à des explorations que nous avions en commun sur la place que prenait le parc pour sensibiliser les adultes sur la question du climat, que nous avons décidé ensemble d'explorer sous la forme d'une recherche participante pour ma part, et elle de poursuite de son exploration en se mettant en position d'écriture comme une manière de se former comme praticienne réflexive qui élabore son expérience dans le dialogue avec moi. Donc la question du climat au PNR, elle est là de longue durée puisque les parcs sont des acteurs importants de sensibilisation des populations au climat et le parc naturel, alors vous voyez on est entre Tours et Angers sur les bords de Loire, de Vienne, dans un parc qui fait 160 communes et l'enjeu pour le parc là c'est de commencer à diffuser les informations qui ont été élaborées, qui sont des informations qui se déclinent localement à partir des données générales, globales du GIEC, mais qui commencent à investiguer la question de ce qui va se passer réellement sur le territoire et comment mobiliser la population, les élus, mais l'ensemble des habitants, pour que les problématiques climatiques soient mises en débat, portées, dans une période qui est cruciale pour le parc, puisqu'il est en train d'élaborer sa charte et le renouvellement de l'engagement des collectivités locales pour les 15 ans à venir. Et donc, quelles sont les questions à mettre en débat à partir de ce qui se passe sur le territoire, qui va être porté dans l'avenir par le parc. Donc, la réflexion que l'on a eue, elle comporte plusieurs dimensions. Ça nous a amené à regarder quelle était la posture du parc à l'égard des adultes en matière de climat. Et donc, on trouve là une posture d'expertise qui est assez classique, qui est un peu sur le mode nous allons vous dire ce que nous savons et les adultes sont des ignorants qu'il faut
informer, sensibiliser, conscientiser, vous voyez, sur cette posture où le savoir est porté par ceux qui ont des démarches scientifiques, ceux qui croisent l'ensemble des données. La posture que l'on a eue est assez différente. C'est une posture de dialogue avec les habitants qui engage l'adulte comme citoyen scientifique, capable d'être en communication avec les experts, mais qui peut aussi mobiliser ses propres savoirs pour débattre, contribuer à la démocratie et participer aux choix qui vont être faits sur les manières de traiter les enjeux d'adaptation climatique. Ça, c'est le premier point, c'est de regarder d'un peu près quelles sont les postures différentes des chargés de mission du parc dans la manière de considérer les adultes, d'animer thématiquement un certain nombre de questions et en particulier de voir comment la question du climat est portée de manière démocratique. La deuxième interrogation, ça a été d'observer lors des ateliers l'ensemble des démarches, des outils, des méthodes qui étaient proposées par Emmanuel Crépeau avec différents groupes d'adultes. Et en cours de participation ensemble, de réajuster les outils et de réfléchir à la fonction de médiation. Ça a été vraiment un dialogue très intéressant avec Emmanuel, qui, alors on a bien sûr construit une petite méthodologie pour garder trace à chaque séance que je pouvais observer de ce qui se passait et de faire que soit réinvesti quasi immédiatement d'une séance sur l'autre les apports et les acquis qu'on pouvait avoir en changeant les supports, en modifiant la dynamique du travail. L'atelier qu'on a appelé atelier prospectif sur le territoire autour des questions du climat s'organise avec des petits groupes de 5 à 10 personnes, plutôt 10 généralement, qui sont invités à construire ensemble une réflexion sur l'avenir du territoire en 2070. Et donc on est sur un atelier qui emmène dans le long terme comme élément de mobilisation des savoirs d'expérience des gens par les observations qu'ils ont déjà sur le changement climatique, par l'apport de connaissances sur ce qu'on sait du devenir, en tout cas des scénarios du devenir possible du climat, pour construire avec eux collectivement, à partir d'une cartographie, à partir de scénarios prospectifs, réfléchir à ce qu'ils imaginent qu'il va se passer sur leur territoire en 2070. Et l'effet que nous observons est un effet rétrospectif, qui est que ça les engage à se préoccuper d'aujourd'hui et ça les interroge sur leur manière de faire à partir des éléments qui ont été repérés comme des risques majeurs pour le territoire à l'avenir. Donc, deuxième pôle après l'interrogation sur les différentes manières de considérer les adultes au parc, c'est l'appui de réflexion méthodologique sur l'accompagnement de la démarche méthodologique avec les adultes. Et puis, le troisième élément, c'est qu'est-ce qu'on apprend, quels sont les savoirs d'expérience que les gens mobilisent, qu'est-ce qu'on apprend de ce qui les préoccupe, qu'est-ce qui est intéressant de remarquer qui pourrait amener à l'avenir le parc à conduire des actions qui viendront répondre aux questionnements des adultes ou en tout cas se préoccuper des questions essentielles qu'ils portent. Au plan de l'animation de ces ateliers, nous avons beaucoup travaillé avec Emmanuel sur la question de la charge émotionnelle qui est apportée par la question des changements climatiques et sur la manière de rester en empathie et en écoute sur ce que les gens ont à dire
en amenant des informations qui paraissent gravissimes à hauteur de 2070, tout en donnant les moyens aux gens de partager ce qu'ils ont envie d'échanger pour construire dès maintenant des manières de réagir ensemble et d'agir ensemble. Et donc, c'est une sorte de détour rétrospectif. C'est pour ça qu'on a appelé notre article « Ruse rétrospective », l'intention n'étant pas de tromper les gens, mais de les mettre dans une posture projective et rétrospective pour que, en développant cet échange et en débattant ensemble, ils se sentent mieux équipés pour affronter les situations qui, individuellement, les préoccupent, les angoissent, leur fait voir des changements qui attristent sur les transformations du milieu qui vont apparaître. Un élément qui nous a surpris, c'est plusieurs groupes, donc 260 personnes en groupe de 10, vous voyez, ça fait quand même un certain nombre de groupes. Un certain nombre de groupes ont focalisé sur 2 risques majeurs de notre territoire et pas sur le risque climatique. Chez nous, on est aux prises avec des risques de crues, d'inondations centennales qui pourraient potentiellement être dévastatrices. Et finalement, le public n'intègre pas que les prévisions de changement climatique n'augurent pas qu'il y aura plus de risques de crues. Au contraire, les risques sont plutôt sur des étiages très bas avec des pénuries d'eau et des risques importants de débat sur le partage de l'eau. Et puis l'autre risque qui focalise les gens, c'est le risque nucléaire. Nous sommes avec une centrale nucléaire et la catastrophe nucléaire est une sorte de biais cognitif qui fait que pourquoi se préoccuper du climat puisque le risque majeur qu'on a sur notre territoire, c'est le risque nucléaire. Oui. Et donc là, remettre de manière un peu systémique les enjeux vécus par les gens avec les risques climatiques, parce qu'effectivement, la problématique de l'eau va être cruciale pour notre territoire. Et c'était un gros enjeu de montrer ça, dans la mesure où, dans le cadre de sa charte et du renouvellement de sa charte, le parc était en train de débattre d'acquérir ou pas la compétence eau qui ne faisait pas partie de ses compétences initiales. Et à l'évidence, cette question-là, au regard du changement climatique, devient une compétence majeure d'animer les débats sur comment nous allons partager l'eau entre les agriculteurs, les viticulteurs, le nucléaire, les habitants, etc. Voilà les grandes données que je peux restituer en quelques minutes pour que le temps nous donne le temps d'un peu débattre, avec l'idée que pour pouvoir devenir un territoire apprenant, ces démarches sont essentielles pour commencer à construire des récits, à produire une connaissance qui soit une connaissance partagée, mais pas une connaissance partagée sur le modèle descendant, connaissance partagée sur un modèle démocratique participatif qui va permettre de s'approprier les enjeux du territoire, de débattre des orientations et de faire que le parc ne soit pas un lieu réservé aux élus sans concertation avec la population et que ça porte réellement sur les préoccupations des gens en mobilisant leur capacité à agir. Merci beaucoup, Dominique, pour cette synthèse des principales idées de votre article. Le concept de territoire apprenant est extrêmement porteur. On se souvient aussi du concept de partenariat apprenant aussi de notre regretté Yannick Bruxelles, avec qui tu as travaillé au fil de ces années. Alors, en fait, on se rend compte qu'à travers les propos, vos propos, puis à travers la lecture des textes de ce numéro thématique, il y a quand même des repères pédagogiques communs
même si chaque texte traite de réalités et d'enjeux différents, d'enjeux en éducation ou formation des adultes en environnement. Si on pense par exemple à la prise en compte du contexte, des caractéristiques des groupes, des personnes, la valorisation du savoir des apprenants, l'ancrage de l'apprentissage dans les préoccupations de vie personnelles et professionnelles, la réconciliation entre les savoirs théoriques disciplinaires, les modes d'appréhension du réel, l'adoption d'une approche dialogique, participative qui favorise le co-apprentissage, l'invitation à s'engager dans une approche critique des discours et des réalités socio-écologiques pour stimuler l'agentivité. Et puis, bon, justement, les apports du partenariat entre les acteurs de la société éducative. C'est ce qu'on a pu relever, entre autres, ma collègue Karine et moi, en conclusion de l'introduction. Alors, si vous voulez bien, on passerait maintenant à la période d'échange et on vous avait peut-être suggéré de mettre certains de vos commentaires, de vos questions dans l'onglet conversation ou encore de lever la main bleue sous l'onglet participants. En fait, l'intérêt pour nous, c'est de partager des observations propres à votre contexte de travail ou d'études ou de recherche, des propositions, des questions, des suggestions, des pistes de recherche, par exemple, quelle contribution souhaiteriez-vous trouver dans le patrimoine de la recherche sur cette question-là au regard de vos préoccupations? Quelles suggestions feriez-vous aux chercheurs et vous-même comme chercheur? Qu'aimeriez-vous encore apporter? Il y a Jacqueline Romano qui a levé la main. Jacqueline qui est présidente de l'ACUPER, l'Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement au Québec. Alors Jacqueline, si tu ouvres ton micro, on va t'entendre. Oui, ben moi je vous ai écouté avec beaucoup d'émotion. Et enfin, je me dis, le milieu scientifique, le milieu universitaire se rapproche du milieu populaire et fait de la place à ça. Alors, parce que je suis convaincue que la COVID, là, ça nous a beaucoup rapprochés de la nature, de sa beauté. Et il y a eu, je sens chez les personnes, moi je suis dans le milieu des retraités, là, du 3e, 4e âge même, et je sens qu'il y a une soif d'apprendre, une soif de s'informer, de réfléchir, de remettre en question nos valeurs les plus profondes, notre façon de consommer, de produire et de s'informer. Et vous avez parlé d'écoute, et puis là, on leur donne l'occasion justement de le faire. Et vous avez bien dit ça, apprendre, s'informer, ça va faire passer à l'action. Et les gens se rendent de plus en plus compte, là, il y a un resserrement, c'est ce que je constate. Alors je me dis, bravo de vous rapprocher du peuple, voilà. Alors, et ce que nous pouvons faire maintenant, ce que j'aimerais que ces liens soient de plus en plus consolidés entre nous, voilà. Alors, d'où l'intérêt de ce concept également de partenariat apprenant où les questions sont tellement complexes que... Maintenant, je pourrais demander tout autant à Dominique, à Yves, à Karine, est-ce qu'il y a des éléments que vous n'avez pas eu le temps de partager, qui vous tiennent à cœur? Yves? Oui. J'avais prévu comme conclusion de vous lire une phrase ou deux d'un livre d'Edgar Morin, qui est un sociologue français très important, très influent, que je suis depuis longtemps et qu'il faut surveiller car en juillet prochain, Edgar Morin aura 100 ans. Alors,
c'est le moment de lire ses livres, comme ça, on sera complètement avec lui. Alors, il a publié récemment un beau livre, je vous montre la couverture pour faire comme Bernard Pivot dans Bouillon de culture, il y a 30 ans. Il y a un très beau livre, un petit livre sur la fraternité. Et mesdames, vous savez que la fraternité s'inclut aussi et surtout les femmes, et pas seulement les messieurs entre eux. Je trouve que c'est un livre bien fait, très concis et facile à lire. On peut même le faire lire aux adolescents. Dans ce livre-là, il parle des nouvelles formes de solidarité. Et le mot solidarité, quand j'étais jeune, on voyait ça, on rattachait ça beaucoup à l'esprit du communisme, mais ça n'appartient pas qu'au communisme. La solidarité, la fraternité, tout ça, ce sont des notions qui devraient être universelles et pas réservées à une religion ou à une orientation politique. Et donc, il parle des oasis de fraternité. Il dit que dans le monde mondialisé, individualiste, concurrentiel dans lequel nous vivons, il existe des petits modèles à petite échelle qu'il appelle des oasis de fraternité. Alors, je vous lis simplement un petit passage, un petit extrait de ce livre-là. Alors, c'est en page 48. Edgar Morin écrit, et je cite, « Les réseaux d'entraide contribuent à la formation et l'essor d'oasis de fraternité. Ces oasis peuvent être restreintes à un foyer, à une famille, ou être à la taille d'ensemble où l'agroécologie se combine à une école et une institution culturelle. Ils peuvent atteindre la taille d'un grand quartier de vie autonome et coopérative comme Christiana à Copenhague ou la taille d'une ville comme Yuto Palmeiras, près de Fortaleza, au Brésil, ville issue d'un pauvre bidonville, mais aujourd'hui cité de 20 000 habitants, dotée, écoutez ça, de sa monnaie locale et de sa banque de microcrédit. Donc, on parlait de la force du local qui devient, je ne dirais pas mondialisé, mais qui devient comment dire, qui obtient un grand succès, une grande adhésion. Je trouve que dans des livres comme ça, où on peut relier une idée, une utopie avec une réalité, une application concrète, eh bien, ça, c'est précisément une manière de changer le monde. Et il n'y a jamais de petite échelle quand on travaille au niveau local. Ce n'est jamais petit parce qu'on imite un modèle qui fonctionne ailleurs. On voit qu'autour de ce modèle, d'autres personnes se greffent et ça finit par grossir. Et l'ambition, ce n'est pas de devenir très gros, énorme et multinational, mais c'est simplement que cette idée-là puisse en inspirer d'autres et répondre à des besoins. Alors, donc, je trouvais que c'était une conclusion enthousiasmante et je voulais la partager avec vous. Merci beaucoup, Yves. C'est effectivement de grande pertinence. Donc, oasis de fraternité qui sont aussi des îlots de construction d'un savoir pertinent dans nos contextes et qui peuvent être transférables à d'autres. Je sais que parmi nous, il y a Arnaud Morange, Marc-André Guertin, Mélanie Champoux, Linda Binet, Dolores Contré, qui ont toutes contribué à cet ouvrage collectif. Est-ce que l'un ou l'autre de vous aurait en fait envie ou l'audace ou le courage de prendre un peu le micro pour nous apporter quelques idées clés qui leur tiennent à cœur? Arnaud, je vois que ça bouge de ton côté. Alors, avec le micro peut-être, Arnaud, oui. Et je vais me lancer, vous m'entendez correctement? Oui, on t'entend bien. Bonjour à tous, merci. Je vais faire assez court parce que j'ai beaucoup parlé lors de notre colloque à l'ACFAS il y a peu de temps, et je suis très content surtout d'avoir contribué à ce numéro de cette belle revue. Alors j'apprécie évidemment les approches weberiennes. J'ai beaucoup aimé aussi
cette idée de territoire apprenant dans ces beaux parcs que nous avons et qui sont vraiment très importants dans la relation que les gens peuvent avoir avec les questions environnementales. Donc, merci aussi aux collègues du Poitou. Mais en fait, ça montre, je dirais moi, s'il y avait des pistes à creuser qui pourraient être pertinentes à mon sens, hein, c'est justement cette articulation entre eh bien, tout ce qui peut se faire, comme vient de le dire le collègue là, à propos avec la citation d'Edgar Morin, hein, tout ce qui peut se faire dans des microcosmes ou dans des expérimentations, dans des parcs régionaux ou ailleurs, dans des jardins partagés, que sais-je, que tout ceci soit vraiment mis en dialogue avec des théories plus générales et puis des démarches éventuellement résistantes et révolutionnaires, parce qu'il ne faut pas oublier que notre vieux camarade Edgar Morin, il s'est quand même battu dans sa vie, il a été aussi résistant pendant la guerre. Donc, c'est exactement le type de pensée, pour moi, sur laquelle on peut s'appuyer, un Edgar Morin qui, à la fois, va faire du terrain à Plovézé, autrefois, là, en Bretagne, pour faire une expérimentation territoriale en termes de recherche, et puis en même temps, des réflexions beaucoup plus larges qu'il a pu avoir encore, là, effectivement, au premier de l'an, où il nous a souhaité une bonne année, en nous disant, attention, il faut toujours penser que une catastrophe peut toujours survenir, il faut toujours s'y préparer, voilà. Hein, tout en étant optimiste aussi, hein, je reviens aussi sur l'introduction de Karine, il faut garder une dose de joie de vivre et d'optimisme, tout en étant conscient que le pire est toujours possible, quoique pas toujours certain. Voilà, je ferai court pour ma part. Voilà. Merci à vous, je vais devoir bientôt m'absenter. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, ben, je relancerai aussi la balle à vous, Marc-André, Mélanie, Linda, Dolores. Auriez-vous une pensée, une réflexion, un repère à partager avec nous? Bien sûr que je m'adresse aussi à Dominique Bachelard. Le temps de parole a été court. À Karine, il va sans dire. Alors, oui, Dominique. Moi, je veux bien réagir à la formulation tout à l'heure de Jacqueline. Ce qu'on a constaté, nous, dans notre démarche, c'est quand même que les adultes étaient dans une position très anthropocentrée, avec peu de préoccupations sur les autres espèces. Comme si c'était une prégnance qui nécessitait encore beaucoup de sensibilisation au fait que nous sommes dépendants de la biodiversité. Et on a pu constater chez les plus jeunes, puisqu'on a travaillé avec quelques noyaux de jeunes engagés en service civique, que leur niveau d'information sur les enjeux écologiques portés sur les autres espèces qu'humaines en termes de changement climatique était assez faible. Voilà. Et puis, je pense que nous avons un enjeu d'apprendre à travailler avec les groupes professionnels. Et alors chez nous, agriculteurs, viticulteurs, là, qui sont aux prises avec des grosses crises, on vient d'avoir des gels catastrophiques qui mettent en péril leur activité et qui sont liés au changement climatique. Comment est-ce qu'on va réussir à aller travailler avec ces milieux-là, avec nos questionnements? Donc pour moi, c'est une interrogation de recherche à venir qui m'engage comme citoyenne dans mes préoccupations sur quelque chose qui est vital en termes de développement local sur l'agriculture et puis d'avenir, parce que c'est la base vitale pour nous tous, le fait d'avoir une agriculture qui fonctionne. Et donc là, il me semble qu'on s'est peu attaqué en termes d'éducation des adultes sur les questions d'éducation à l'environnement avec les groupes professionnels. Merci, Dominique, pour cette observation si importante. Linda Billette est avec nous. Elle a produit un article aussi dans le cadre de ce numéro thématique. Linda, est-ce qu'on te voit ou tu préfères nous parler au micro? Bien, disons que j'ai publié un conte. C'est sorti tout récemment en librairie. Ça s'intitule « Covido, le pangolin ».
Alors, c'est un conte c'est surtout pour les 8 à 12 ans, là, les jeunes de 8 à 12 ans. Mais j'ai dit dans mon livre, j'ai écrit que tout jeune de 6 à 106 ans peut être intéressé ou influencé ou enchanté par un conte. Ce n'est pas un essai scientifique comme mon premier livre, Trois défis contemporains, production et sources d'énergie, les changements climatiques, la pollution de l'air à l'échelle mondiale. Là, c'est dans un tout autre registre. Et j'insiste beaucoup sur les valeurs que les jeunes et les moins jeunes aussi doivent cultiver pour faire face justement au monde d'aujourd'hui parce qu'on est en pleine pandémie et de demain aussi parce que si on ne change pas, comme vous le savez, nos habitudes de vie, il pourra y avoir d'autres crises, la crise climatique, mais aussi d'autres pandémies possibles. On sait que les zoonoses, qui sont des maladies transmises par les animaux à l'humain, sont appelées à être de plus en plus fréquentes avec les changements climatiques, mais aussi avec la perte de la biodiversité, puis la promiscuité qu'entraîne la perte justement des espèces animales. M'entendez-vous toujours? Oui, Linda, je me dis que ce serait intéressant Oui. que tu puisses nous acheminer le titre dans le titre, bon, vous nous acheminez à moi, par exemple, au centraire, le titre de son ouvrage pour qu'on en fasse une diffusion. Alors, merci de ta contribution. Oui, oui, on va en prendre note. Et puis aussi, parmi vous, il y a des chercheurs qui depuis longtemps travaillent à l'éducation des adultes. Je pense à Gaston qui est avec nous et je pense aussi à Isabelle Orellana, qui mène des recherches sur la co-formation au sein des mouvements de résistance, la construction du savoir. Donc, est-ce que l'un ou l'autre de vous pourrait nous partager une idée ou deux qui vous tiennent à cœur? Peut-être Isabelle, oui. D'accord. Vous m'entendez? Oui. Je n'utilise pas souvent les écouteurs, donc je ne sais pas trop l'effet. Mais écoutez, merci beaucoup. Et j'apprécie énormément, en fait, les présentations qu'on a pu entendre qui nous amènent, en fait, sur des dimensions diverses de ces vastes champs qu'est l'éducation relative à l'environnement destinée aux adultes. Puis, en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, un peu comme Dominique l'a évoqué, dans notre cas, nous travaillons aussi dans des contextes de situations de risque. Donc, l'éducation relative à l'environnement qui est souvent implicite et pas nécessairement explicite dans les contextes d'intervention de conflits socio-écologiques associés à l'expansion extractiviste. Enfin, on constate que la démarche se situe beaucoup associée à une situation de risque et de menace qui est très présente et parfois des grandes violences aussi. Donc, l'éducation relative à l'environnement, en fin de compte, se situe transversale dans la démarche qui est développée et qui invite à cette prise de conscience d'abord une connaissance, une compréhension des situations problématiques auxquelles les adultes se trouvent confrontés. Donc, vraiment, on est dans des situations de vie qui affectent directement les populations. Donc, effectivement, cette attention à la réalité telle que les gens la vivent, comme ils la sentent, comme ils l'aperçoivent, est fondamentale pour pouvoir ancrer une démarche qui soit significative, qui soit pertinente, qui tient compte de la complexité de ces situations et avec tous les enjeux que ça implique une situation de risque. Puis je mettais justement dans le clavardage un petit commentaire. Justement, ce type d'intervention interpelle ou invite à déployer la dimension critique et politique de l'éducation relative à l'environnement très fortement. Donc, peut-être en synthèse cette idée, parce qu'il y aurait tellement à dire, mais
en fait, ce sera peut-être un motif d'un autre webinaire. Mais merci beaucoup pour les apports qui étaient fort intéressants, fort pertinents et instructifs. Merci Isabelle. Isabelle est directrice du Centraire à l'UQAM. Maintenant, est-ce qu'il y a Boudjema Alali qui est avec nous, qui est aussi auteur d'un article. Comme son nom de plume, c'était Acacia, je ne l'ai pas reconnu, mais Boudjema est donc, mais on lira l'article avec grand intérêt sur la formation des paysans boliviens en agroécologie. On a la grande chance d'avoir Gaston Pinault avec nous. Il est le maître à penser de beaucoup d'entre nous sur la question de l'éco-formation. Donc, la formation des adultes, il a inspiré de nombreux travaux. Alors, bon, peut-être une dernière perche à un commentaire, une question. Lucie, si je puis me permettre. Oui, Marc-André, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais faire un peu de pouce sur ce que Isabelle nous invitait à faire, mais aussi je fais écho à bien des commentaires qui ont été offerts en essayant en invitant tous nos collègues à réfléchir aux multiples rôles de la vie adulte et aux multiples dimensions de la vie adulte. Et tout particulièrement, bien, une de ces dimensions-là qui nous interpelle particulièrement au Centraire, soit celle de l'éco-citoyenneté. Et donc, de réfléchir, oui, à la dimension politique, mais à continuer, en fait, c'est une invitation à continuer à clarifier cette notion d'éco-citoyenneté et cette responsabilité, en fait, qu'on a face à notre rapport à autrui, à nos rapports collectifs, à nos rapports politiques, puis à la dimension aux multiples dimensions de nos rapports aussi à l'environnement. Donc, je m'intéresse aux élus municipaux, puis je vous invite à me lire, mais je veux interpeller les élus dans leur responsabilité éco-citoyenne et je me rends compte qu'il y a beaucoup à faire et qu'il y a aussi beaucoup à faire comme praticien, comme chercheur pour clarifier toujours nos pratiques puis essayer de les rendre plus intelligibles auprès de citoyens qui s'intéressent aussi à l'éco-citoyenneté et qui veulent s'engager et qui veulent interpeller plus directement les décideurs publics. Donc, c'est ça, l'invitation est lancée de continuer à réfléchir dans ces termes-là. Puis, bien, j'espère recevoir vos commentaires suite à la lecture d'articles ou de considérations que vous voudrez bien partager. Merci. Alors, merci beaucoup Isabelle, puis merci beaucoup Marc-André. La question de la formation des élus municipaux est effectivement cruciale. Peut-être une dernière intervention de la part de Jonathan, qui nous a écrit, en fait, qui nous partage une question dans la conversation. Alors, et Jonathan, il enseigne l'écologie forestière pour des ingénieurs écologues à Genève et il se demande toujours lors de son cours introductif et surtout la préparation de ce cours-là, comment aller chercher tous les étudiants, toutes les étudiantes, quelles que soient leurs connaissances, leurs croyances, leurs convictions, leurs connaissances, leur ignorance, pour conduire le groupe aux réalités écologiques et environnementales de manière bienveillante. Je pense que c'est un mot qu'il ne fallait pas oublier de prononcer. Alors, il demande si on a des pistes. C'est sûr que Yves nous en a apporté, nous en apporte dans le cadre de cet article. Alors, est-ce que quelqu'un aurait un mot disons, à partager avec Jonathan? Ça va? Je ne vois pas de main levée. Alors, la question reste posée. C'est une vaste question qui rejoint toutes les préoccupations pédagogiques autour de l'éducation des adultes et la formation spécialisée. Alors, écoutez, merci de votre contribution à cet échange. Et maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Karine
pour la suite des choses autour de ce thème-là. Et puis ensuite à Étienne pour les projets de webinaire à venir. Donc, Karine. Je ne sais pas si nous ossions parler de ce point-là, mais c'est sûr que la semaine dernière, nous avons eu un colloque sur la transition écologique à l'université de Sherbrooke et Bishop, et bien sûr, c'était en 100% virtuel. Il était question de transition écologique, contribution de l'éducation relative à l'environnement et de l'intervention sociale, située donc croisement de deux champs qui visiblement ont des convergences fort intéressantes. Il y a, je crois, aujourd'hui des gens qui ont participé à cet événement de 2 jours où nous avons parlé d'apprentissage citoyen, d'enjeux énergétiques autour de la question climatique, aussi de vulnérabilité des populations par rapport à divers aspects, diverses problématiques socio-écologiques. Nous avons parlé aussi d'agriculture et de sécurité alimentaire. Et dans toutes ces dimensions-là, effectivement, les adultes étaient au cœur de nos préoccupations. Adultes qui se questionnent, adultes qui ont des savoirs tacites, adultes qui sont porteurs de connaissances de leur territoire et qui doivent être pris en considération. On voit que les adultes qui ont été, d'une manière générale, il y a des préoccupations qui sont partagées par ces adultes quant au présent et au futur, à un présent incertain qui questionne la santé environnementale, en fait, qui questionne la santé environnementale des personnes, et un avenir aussi incertain associé à, comment dire, oui, à des questions socio-écologiques, mais aussi des questions de précarité. Précarité financière, précarité environnementale, où en fait, comme Arnaud parlait surtout de vulnérabilité, je crois que c'était surtout ça qui a été discuté de manière importante. Donc, si certains participants à ce colloque souhaitaient contribuer en écrivant en fait ce qu'ils nous ont partagé durant leur communication, en fait, c'est le message que nous avions à communiquer pour justement enrichir les prochains volumes d'une réflexion sur la transition écologique. Et comme Catherine Larère le disait, mais de quelle transition parlons-nous? Et qu'il y a une diversité des possibles à travers ce concept-là en émergence. Je ne sais pas si Lucie, vous voulez continuer? Merci pour cette invitation. Effectivement, la revue Éducation relative à l'environnement publie des numéros thématiques qui portent aussi un ISBN et qui sont déposés en bibliothèque comme des ouvrages comme tels, donc à la fois numéros thématiques et à la fois un livre, quoi, une monographie. Alors, certains donc des numéros de la revue sont thématiques et d'autres non. Depuis 2 ans, la revue accueille des articles qui ne sont pas nécessairement liés à un thème spécifique. Alors, quand, par exemple, on manque une occasion de s'inscrire dans le cadre de numéros thématiques parce que l'échéance est passée, on peut toujours envoyer un article pour une proposition d'article dans un premier temps pour un numéro dit libre, non thématique. Et je rappelle que la revue de recherche Éducation relative à l'environnement est classée, est fort bien classée comme dans la catégorie numéro 1 de sa catégorie de référence, en fait, par le Haut Conseil d'évaluation de la recherche en France. La revue est financée, donc reconnue par les organismes de financement au Québec et au Canada. Et elle est diffusée
en accès libre sur 2 plateformes, la plateforme Open Editions et la plateforme Érudit. Donc, ce tout nouveau numéro portant sur l'éducation relative à l'environnement auprès des adultes, on a commencé à le mettre en ligne, donc il y a plusieurs articles déjà disponibles, mais on va compléter, on va ajuster d'ici la fin de la semaine. Alors, avant de passer la parole à Étienne pour la conclusion et les prospectives, ben, j'aimerais remercier beaucoup Félix Morissette, qui travaille avec nous dans l'équipe du Centraire et qui a assuré une vigile technique autour du travail de ce webinaire, qui s'occupe aussi, bien sûr, de la captation vidéo. On espère produire les petites capsules des exposés qui ont été présentés. Alors, Étienne, est-ce que tu es en ligne malgré le problème de caméra que tu as eu malheureusement aujourd'hui? Est-ce que tu peux... Oui. Oui, Lucie, je suis en ligne, mais on ne peut pas me voir. D'accord. OK. Ben, je voudrais remercier tous les participants à ce webinaire. On a quand même, c'est un des plus gros webinaires de la revue. On a quand même eu 52 personnes à un moment qui étaient en ligne. Je pense que c'est le plus gros webinaire qu'on a fait cette année académique. En fait, je voudrais signaler juste que la revue, depuis cette année, a décidé de faire un cycle de webinaires annuel, en fait. On a eu 4, c'est le 4e webinaire. Le premier webinaire abordait l'éducation relative à l'environnement auprès des aires protégées, au sein des aires protégées. Le deuxième s'inscrivait dans un partenariat avec EICOM, c'était les enjeux d'éducation relative à l'environnement au Canada. Le troisième, qui a eu lieu le 29 avril, abordait toute la question de l'évaluation par les pairs. Et il avait lieu dans le cadre du printemps numérique de la recherche à l'UQAM. Et donc, aujourd'hui, c'était le 4e webinaire. Pour l'année académique 2021-2022, on va continuer un cycle de webinaires, probablement avec 4 webinaires aussi. Les thématiques ne sont pas encore définies, sauf celle de l'automne. En automne, on aura donc un webinaire qui va aborder la question de l'éducation relative à l'environnement ou de l'éducation relative aux enjeux climatiques. J'y arrive. Donc, aux enjeux climatiques, et puis les autres webinaires ne sont pas encore définis. Je voudrais remercier pour terminer aussi, je voudrais remercier Lucie pour l'animation, remercier Karine pour sa présentation, remercier Dominique pour sa présentation et remercier Yves aussi pour sa présentation qui était particulièrement intéressante. Et je vous invite donc tous à visiter le site de la revue sur Open Edition pour avoir accès aux divers articles de ce volume, mais aussi des volumes précédents. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, Étienne, avant que tu quittes, je tiens à te rendre hommage. Étienne, rédacteur en chef de cette revue, qui la porte à bout de bras avec moi. Et il le fait avec une infinie patience et une générosité vraiment admirable. Alors, merci beaucoup, beaucoup, Étienne. Alors, Lucie, je vais peut-être terminer par une petite chose aussi. On a créé depuis le mois de septembre un groupe Google de discussion. Donc, en fait, si vous lisez un article, si vous êtes inscrit sur ce groupe-là, si vous lisez un article, si vous avez une question qui vous interpelle par rapport à un article, il est toujours possible de la mettre dans le groupe Google et les membres du groupe Google pourraient parfaitement réagir et ainsi, on crée un espace de discussion continue. Est-ce que tu pourras envoyer le lien du groupe Google à tous les participants de ce webinaire? Pour s'inscrire au groupe Google, il faut envoyer un message à l'adresse électronique de la revue. Et j'active l'inscription. Mais c'est parfait. Donc, revue.ere@ucam.ca. Merci beaucoup. Alors, merci à vous tous, participants de ce webinaire. Au revoir.